Les arts textiles, c'est quelque chose de fascinant qui traverse les âges, qui traverse les siècles, qui traverse les cultures. Aujourd'hui, je vais parler d'un de ces arts en particulier qui entremêle les fils par l'intermédiaire d'un seul outil, le crochet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler d'histoire. Vous le savez, l'histoire c'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps. L'histoire, je pense que depuis que j'ai environ 11-12 ans, je me passionne pour l'histoire. C'est quelque chose, j'ai même envisagé à un moment donné de ma vie, faire de l'histoire comme de l'histoire de ma carrière. En fait, ça ne s'est pas fait parce que la vie évolue dans différentes directions et quand on a 15 ans, on n'a pas forcément les mêmes projets que quand on en a 18. Mais soit, ça reste quand même quelque chose qui m'intéresse fortement. Et l'histoire, non pas des grands monuments, mais plutôt l'histoire de la vie des gens de tous les jours. Il faut savoir que l'histoire des arts textiles, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement facile à travailler. Pourquoi? Parce que, au contraire de l'architecture que l'on retrouve facilement, je vais dire, quand vous voyez les pyramides, elles sont toujours là. Vous retrouvez quand même beaucoup de monuments, même s'il y en a qui ont disparu, c'est clair, mais les pierres, elles restent. Donc on retrouve relativement facilement des villas romaines, on va retrouver des monuments grecs, on va retrouver des tombes égyptiennes, donc on arrive à retracer plus facilement à travers l'architecture l'histoire des hommes de l'époque. Par contre, le textile, c'est plus compliqué dans le sens où la matière utilisée pour le textile, c'est une matière qui est biodégradable, donc on retrouve difficilement les pièces textiles, on en retrouve, mais ce n'est pas toujours simple. Et on ne va pas nécessairement retrouver des vêtements classiques de personnes qui travaillent, mais on va plutôt retrouver, par exemple, des pièces dans des tombes funéraires. Donc, on n'a pas toujours la certitude, on tâtonne, si vous voulez, dans les arts textiles, on tâtonne et c'est quelque chose qui est relativement lent. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. La vidéo ici, elle va parler de l'histoire du crochet. Je ne suis pas historienne, je le rappelle. Je n'ai pas accès aux articles scientifiques, pas aux articles scientifiques, mais aux articles historiques, parce que les articles scientifiques, j'y ai accès parce que j'ai une formation de scientifique et j'ai la chance de pouvoir accéder à certains articles scientifiques. Par contre, en histoire, c'est plus compliqué. Donc, la vidéo ici, elle a été construite par les informations que j'ai trouvées sur Internet, les informations qui ont déjà été collationnées par pas mal de personnes. Je mettrai ici la vidéo en dessous. J'ai écouté pas mal de vidéos sur l'histoire du crochet. J'ai lu des articles en français et en anglais pour pouvoir construire ma vidéo. Je n'ai pas creusé en profondeur l'histoire du crochet comme je l'avais fait sur l'histoire du tricot, parce que j'ai moins trouvé de ressources sur l'histoire du crochet que sur l'histoire du tricot, mais il n'empêche que ça va vous donner des sources et des informations. Et si vous avez envie d'aller chercher plus loin, avec tous les liens que j'ai mis ici en dessous, il y a moyen de pouvoir encore aller chercher plus loin, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Je rappelle, je ne suis pas historienne, je suis soumise à ma vision des choses, à ce que j'ai vu, à ma façon de chercher. Donc ça n'est pas une vision globale de ce qu'il existe sur l'histoire du crochet, ça reste ma vision des choses en fonction des mots de recherche que j'utilise. Ça reste aussi une démarche que j'essaye d'être scientifique dans ma façon de voir les choses, mais forcément, les articles que j'ai lus peuvent être biaisés, mais je n'ai pas à chercher beaucoup plus loin, parce que autant je peux identifier des biais dans des articles scientifiques, autant en histoire, vu que mes connaissances ne sont pas extrêmes, j'ai plus difficile à identifier ces biais. Donc, faites attention en regardant cette vidéo, c'est mon point de vue, vous allez retrouver des traces qu'on retrouve partout, mais peut-être qu'il y aura des imprécisions. Voilà, alors si pour vous, et s'il y a des personnes qui sont des historiens qui m'écoutent et qui ont plus de précision, libre à vous de me faire des remarques parce que c'est quelque chose que j'accepte sans problème. Voilà, en gros, comment est construite, et vous allez avoir un petit aperçu. Ici, vous allez comprendre un peu pourquoi le crochet, on le retrouve un peu partout dans le monde, d'où vient le crochet, comment est-ce qu'il a évolué et quels sont les acteurs majeurs qui ont fait du crochet ce qu'il est aujourd'hui. Faisons un peu d'étymologie. D'où vient le mot crochet? Le mot crochet se retrouve en anglais, se retrouve en français, se retrouve en suédois, se retrouve en néerlandais et dans d'autres langues. Et
Pas en italien, par exemple. En italien, on dit uncenito. Voilà, on ne dit pas du tout crochet. Mais quoi qu'il en soit, on le retrouve quand même beaucoup dans beaucoup de langues, le mot crochet, crochet, par exemple. Donc il a une origine, on peut supposer, française ou européenne. Et en fait, il vient de l'ancien français, français du Moyen-Âge, du mot croche, et du norrois croc. Donc en fait, il y a une origine en effet européenne du mot crochet, du mot en tant que tel. Sur la technique, c'est un peu moins précis, on va dire, mais le mot en lui-même est plutôt d'origine européenne et notamment française ou alors scandinave. Le crochet, c'est quoi? C'est entremêler des fils, faire des boucles avec une sorte d'outil qui ressemble à un hameçon qui permet de faire des techniques et des points différents. Aujourd'hui, je vais parler spécifiquement de comment est né le crochet, comment il a évolué et surtout comment on en est arrivé à maintenant toutes les techniques que l'on connaît. L'histoire du crochet. Alors, d'où vient le crochet? C'est assez difficile à identifier. On a pensé pendant longtemps qu'il était issu de l'Europe. Oui, en effet, le crochet tel qu'on le connaît actuellement est issu d'Europe. Mais il n'est pas issu d'Europe. Le crochet tel qu'on le connaît actuellement, il a évolué. Donc, d'où est-il vraiment venu? En fait, on pense plutôt qu'il serait originaire du Moyen-Orient, voire de l'Extrême-Orient, de la Chine, de l'Asie, parce qu'on en retrouve des traces aussi bien en Asie qu'on en retrouve au Moyen-Orient, en Égypte et aussi en Amérique du Sud. Donc voilà de quoi brouiller toutes les cartes. Il n'empêche qu'on pense que, comme le tricot, le crochet serait issu de la technique du knot binding. Alors le knot binding tel qu'on le nomme knot binding, c'est-à-dire c'est le terme scandinave pour décrire cette technique, qui en fait a été appelé aussi needle binding, netless knotting, nål binding. En fait, en danois, nål binding, ça veut dire lié avec une aiguille. Donc, on qualifie cette technique de nål binding avec le terme scandinave. Il n'empêche qu'on, donc scandinave, donc on essaye de lier ça aux vikings, parce qu'en fait, c'est probablement les vikings qui ont un peu répandu ça en Europe, mais on retrouve quand même des traces de ce genre de technique bien avant. On a retrouvé des traces notamment d'une technique qui ressemble très fortement à ça, en moins 6500 avant Jésus-Christ, dans une grotte, enfin dans un complexe de grottes en Israël. Ces grottes s'appellent je cherche le nom, Nahal Merot, en Israël, et en fait servaient de site d'inhumation pendant 500 000 ans à l'homme de Néandertal et à l'Homo sapiens. Donc vous voyez que c'est quand même très ancien, c'est quand même quelque chose qui a évolué avec le temps. Alors, cette technique, elle consiste en quoi? À faire en fait des boucles et à entremêler les fils en utilisant sa main, les doigts ou le pouce et l'aiguille pour faire des boucles particulières. On a longtemps confondu cette technique-là avec ce qu'on appelle le point copte. On a retrouvé au XIIIe siècle une paire de chaussures égyptiennes qui aurait été, en fait, qui serait le point copte. Alors, est-ce que c'est vraiment différent? On ne sait pas trop, d'une certaine manière. Mais voilà, il y aurait une légère... Enfin, la technique de knot binding et le point copte, visuellement, se ressemblent, mais apparemment, la façon de faire ne serait pas la même. Maintenant, je ne vais pas creuser plus le sujet. Il faut savoir que le knot binding a été pratiqué jusqu'au XIIIe siècle. On a retrouvé énormément de traces en Europe, en Atlantique Nord et en Scandinavie. On a encore pratiqué le knot binding dans les pays scandinaves jusqu'en 1950. Donc, une des seules traces en Angleterre qu'on trouve de knot binding, ce sont les chaussons de Coppergate à York. On pense qu'en fait, ces chaussons auraient été amenés à York par l'intermédiaire d'un commerçant qui les portait aux pieds et qui venait de Scandinavie, mais aucune certitude. Donc ça, c'est une des premières traces vraiment très claires du knot binding, c'est les chaussons de Coppergate, qui sont dans un musée à York, je pense, je vérifie quand même. Oui, en fait,
Cette technique-là, on ne l'avait jamais vue avant, et donc ça a permis d'identifier, de dire clairement et de relier un peu cette technique-là. Comme je l'ai dit, le knollbinding, il a été pratiqué dans les pays scandinaves jusqu'en 1950. Mais fait surprenant, il est encore pratiqué par la tribu Nanti au Pérou, Amérique du Sud, encore maintenant. Donc pourquoi est-ce que cette technique-là s'est retrouvée à l'autre bout du monde? Tout ça, en fait, peut faire penser qu'il y a eu des mouvements de population qu'on n'a pas encore identifiés, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. En fait, il y a des choses qu'on ne sait pas en histoire, parce que les recherches évoluent parfois lentement, dépendent aussi beaucoup de la technique, et on apprend des choses. Donc pourquoi est-ce que cette technique-là s'est retrouvée en Amérique du Sud maintenant? Voilà. Mais ça y ressemble très fort. On ne pratique plus le knollbinding. On ne retrouve vraiment une pratique à part à la tribu Nanti, et les gens qui font de la reconstitution historique, notamment moi quand je suis allée à Fodviken, qui se trouve juste au niveau du point du pont de l'Øresund. Alors je sais plus si c'est, je pense que Fodviken c'est en Suède et pas en Danemark. Vous avez le site de Roskilde avec les bateaux vikings, et puis de l'autre côté de la frontière, enfin après le pont, vous avez le site de Fodviken qui est un village viking reconstitué. Vous avez des gens qui font du knollbinding et vous montrent comment faire du knollbinding. Donc voilà un peu d'où serait issu le crochet. Revenons-en au crochet. Je vous ai parlé du knollbinding, mais ce knollbinding, il a évolué. Et le premier point que l'on rencontre, c'est le point de la maille coulée. Donc le knollbinding a évolué, pas avec un crochet à l'époque, avec, je suppose, alors c'est une pure supposition de ma part, toujours une aiguille, et c'est devenu une manière de faire des mailles, ce fameux knollbinding qui a évolué dans une technique qui n'a pas de nom. Et puis après un certain moment, vers 500 avant Jésus-Christ, on s'est rendu compte qu'en fait c'est très limitatif comme technique, et il y a eu une invention d'un nouveau point. Parce que le crochet actuel que vous connaissez actuellement, c'est l'exploitation de plein de points différents qui permettent plein de formes, des angles, des arrondis et ce genre de choses. Mais ce n'est pas avec la maille coulée que vous y arriverez. Et on a créé un point plus carré. Ce point plus carré, c'est quoi? C'est la maille serrée. Et là est né le tapestry crochet qu'on pratique encore aujourd'hui, qui permet des aplats de couleurs et des images, de créer des motifs un peu comme le pixel art. En fait, c'est plutôt le pixel art qui ressemble à ça, qui fait une sorte de broderie avec plein de petits points de couleurs qui sont on crochette avec des couleurs différentes. Alors ça ne se faisait pas au crochet, hein, mais c'est, on pense, une des premières bases du crochet à l'époque. Alors le tapestry crochet actuel, on le fait avec du crochet, mais à l'époque on ne le faisait pas avec du crochet. Alors on a retrouvé ça notamment grâce à une technique, on pense que c'est issu des mondes arabes, que les mondes arabes auraient en fait répandu ça partout, notamment à l'Est jusqu'au Tibet et en Europe, par l'intermédiaire des routes commerciales qui ont été mises en place entre 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 453 après Jésus-Christ. Donc ça a permis de diffuser largement par l'intermédiaire des commerçants qui vendaient certainement des tapis ou des pièces en échange d'autres matières premières. Hein. C'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça qu'en fait, les cultures, pas les cultures, mais les techniques et les savoir-faire se transmettent. On pense que c'est issu essentiellement d'Arabie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une technique iranienne qui s'appelle le rashti douzi, qui est très présente encore dans la culture iranienne, qui créait des pièces magnifiques qui étaient encore plus complexes que ce qu'on pense, qu'on retrouve dans le tapisserie crochet, qui ont eu énormément de succès, notamment en 400 après Jésus-Christ, notamment en Europe. Alors ça est resté très longtemps dans les pays arabes et puis ça a évolué. Eh bien, ces techniques-là créaient des pièces tellement belles que la royauté, notamment d'Espagne, les a achetées pour pouvoir couvrir les tombes des hommes nobles. Et donc ça a pris un essor énorme et on en retrouve pas mal de pièces. On en retrouve chez des antiquaires, elles sont vendues aux enchères notamment, mais ça existe toujours. Ça s'appelle le crochet de style rashti. Le rashti douzi. C'était vraiment un textile très populaire et ça ne veut pas dire facile à réaliser pour autant, mais ça fait des pièces magnifiques. Donc ça, c'est une des premières traces de crochet, de style de crochet que l'on peut retrouver.
On pense qu'il est issu qu'il a été créé entre 550 avant Jésus-Christ à 33 avant Jésus-Christ. Alors vous imaginez, on est quand même sur 500 ans de différence, on ne sait pas trop bien. Donc ça a permis de faire connaître notamment ces pièces-là, et on en retrouve encore dans les musées, notamment en Russie, des pièces de ce genre de tissu iranien décoré au crochet. On constate qu'en fait, le crochet n'a pas une évolution linéaire, donc c'est pas issu par exemple de pays scandinaves et puis à la France et évolué en France. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que c'est aussi difficile d'identifier l'origine du crochet. On constate qu'en fait, probablement que le crochet facilement transportable a suivi les chemins commerciaux, et c'est pour ça qu'on le retrouve en Asie, qu'on le retrouve notamment dans les pays d'Arabes, qu'on le retrouve en Amérique du Sud, qu'on le retrouve aussi en Angleterre, qu'on le retrouve en France ou autre. Donc, on retrouve par exemple ici une pièce, quand vous regardez cette pièce-ci, c'est des chevrons. Et en fait, cette pièce-ci, elle daterait de 900 à 1100 après Jésus-Christ. Elle aurait été retrouvée dans une tombe égyptienne, alors pas une tombe égyptienne de Ramsès II, mais une tombe qui date de 900 à 1100 après Jésus-Christ, et elle est dans un musée à Athènes. Et quand vous regardez cette pièce-là, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ressemble quand même fortement à des doubles brides, ou des brides au crochet. Donc, on peut se poser des questions quand même sur d'où vient ce fameux crochet. Je parlais des pièces égyptiennes qu'on a retrouvées en Égypte, ces fameux chevrons, mais on retrouve aussi des poupées, des styles de poupées qui ressemblent à un style de crochet en Asie, et de la dynastie Shang. Dynastie Shang, c'est 1570 à 1045 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, pas après Jésus-Christ. Et ces poupées-là, en fait, elles ont donné quoi? On en retrouvera ça aussi au Japon. Ce sont les amigurumi. Donc on se rend compte qu'en fait, le crochet, les amigurumi, ça n'a pas été importé par les Européens quand les Européens ont été au Japon. Non, ça existait déjà bien avant qu'il y ait les Européens qui arrivent au Japon. Le Japon, pour rappel, c'est quand même un pays qui a été très fermé pendant très longtemps. Eh bien, vous aviez déjà cette technique de petite poupée. Alors, rien que les amigurumi en lui-même nécessite une vidéo pour en parler parce que c'est une technique spécifique et ça vient d'Asie et ça n'est pas issu d'Europe. Donc là, on n'est pas du tout, on est vraiment dans l'appréhension d'un art textile qui a pu voyager et s'épandre comme une tache d'huile partout dans le monde, et vous avez eu la propre évolution dans les pays d'Asie, notamment en Chine et au Japon avec les amigurumi. Après s'être développé en Chine, en Perse, en Afrique du Nord, la Perse c'est l'Iran, pour rappel, l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Chine, et bien la Turquie aussi, vous avez eu une migration de la technique vers l'Europe et notamment en Italie. En Italie, ça a été le berceau pendant très longtemps de la dentelle. Voilà, pour d'entrer vers l'Europe, en fait, facile, hein, vous regardez la botte de l'Italie, vous regardez l'Égypte, on est quand même relativement en face, plus ou moins relativement en face, voilà, c'était quand même une porte d'entrée. Eh bien, on a commencé à développer la dentelle de ce côté-là, et c'était surtout les religieuses qui travaillaient cette dentelle-là. On appelait ça d'ailleurs de la dentelle de nonne. Elles arrivaient à travailler un textile qui s'appelle le textile d'église, et avec cette technique-là, elles arrivaient à faire des croix, des crucifix, des icônes religieuses, rien qu'avec cette technique-là. Donc ça a été chasse gardée de l'Italie pendant très longtemps, jusqu'à Louis XIII, où Louis XIII, pas content que l'argent fouille, si vous voulez, la France, hein, c'était quand même l'époque où on décorait l'école avec des... Vous avez certainement des images de, je sais pas moi, de rois ou de la noblesse, où vous avez des grands cols en buis pur, où vous avez des bas décorés. Eh bien, il en avait un peu assez que, étant donné que c'était des cols d'église, que c'était des textiles d'église, ben, c'était le clergé, et la noblesse, l'argent de la noblesse et du clergé partent en Italie, il n'était pas très content, le ministère des Finances n'était pas très content, donc par conséquent, qu'est-ce qu'a fait Louis XIII? Il a essayé de faire venir des gens d'Italie en France pour faire travailler les Français, pour pouvoir créer de la dentelle en France et que l'argent ne fouille plus en Italie. Il y est arrivé à ses fins, même si les Italiens n'ont pas été contents. Bref, il a pris des dentelières de Venise et des denteliers de Venise du coin, et les a amenés en Normandie. Et c'est là qu'a commencé, en fait, la dentelle en Europe. Alors, il y a plein de dentelles, hein. Il y a la dentelle de Bruges, il y a la dentelle de Lunéville, etc., etc. Il y a la dentelle au crochet. Et c'est là qu'a commencé vraiment la dentelle qui a amené au crochet. D'ailleurs, il y a une technique qui s'appelle la dentelle au tambour. Et cette dentelle au tambour, la broderie au tambour, elle utilisait une sorte de crochet. C'est
à partir de là, si vous voulez, il y a eu la dentelle au fuseau, c'est à partir de là que le crochet est parti, que la technique de crochet qu'on la connaît avec une sorte d'hameçon est partie. Donc on utilisait en fait cette dentelle au tambour, un tissu extensible qu'on faisait travailler avec une sorte de crochet. Et puis ça a évolué et c'est devenu le crochet en l'air, c'est-à-dire qu'on n'a plus eu besoin d'un tissu comme support du point et on en est arrivé à faire ce qu'on appelle le crochet, une dentelle au crochet sans support textile pour pouvoir faire une pièce un col par exemple. Donc ça c'est vraiment le tout début de ce qu'on connaît du crochet actuellement. Nous sommes au XVIe, XVIIe siècle. Le crochet évolue dans un milieu fermé, un milieu de dentelières, de gens qui travaillent la dentelle au crochet, des techniques très spécifiques, des techniques compliquées. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir un peu comment on faisait du crochet, de la dentelle plutôt, vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple. Vous allez regarder, alors c'est pas de la dentelle au crochet, mais c'est de la dentelle au fuseau. Vous allez voir à Bruges les dentelières, vous vous rendez compte la vitesse à laquelle elles travaillent, la finesse de leur travail, eh bien c'était cette époque-là. Alors c'est quelque chose qui a été transmis au fur et à mesure du temps, on en a de moins en moins malheureusement. Ce sont des pièces qui coûtaient très cher, qui nécessitaient énormément de temps de travail, qui n'étaient réservées qu'à la noblesse et au clergé. Et donc, ne connaissaient vraiment ces techniques-là que les religieuses, que les dentelières ou les denteliers qui travaillaient pour pouvoir fournir à la noblesse et au clergé. Et puis, on apprenait aussi ces techniques-là aux jeunes filles qui allaient au couvent et puis qui allaient être mariées à un jeune noble. Et bon, ben voilà, elles transmettaient ça à leurs enfants, mais pas du tout de la même manière qu'on le fait maintenant. Donc, ça, c'est l'évolution du crochet. On a commencé à retrouver des traces de mention du crochet, non pas en tant que crochet, mais une sorte d'hameçon, d'outils comme un doigt recourbé dans 3 livres. 3 livres anglais. Le premier en 1812, The Memoir of a Highland Lady, donc les mémoires d'une jeune fille des Highlands. Dans un autre, en 1846, qui s'appelle A Goddess Lady's Book, et en 1847 dans A Winter's Gift. Donc on a retrouvé mention du mot crochet, de l'outil décrit comme étant un crochet, parce qu'on appelait ça hameçon de berger, on a appelé ça aiguille à broder le tambour, donc qui ressemble un peu à un crochet. On a retrouvé ça mention dans ces livres-là. Mais il y a eu à un moment donné, alors on peut encore le retrouver maintenant, la publication d'un livre qui s'appelle Pénélope. Enfin, c'est pas un livre, c'est un magazine en Hollande, Pénélope. Et dans ce livre-là, dans ce magazine-là, vous avez 5 patrons. 5 patrons de bourse, dont 3 sont faits avec ce qu'ils appellent une aiguille à tambour. Donc, cette aiguille qui servait à faire la broderie à tambour qui ressemble à un crochet. Et dans ces patrons-là, il y a les points décrits et ça ressemble à des points de crochet. Cette bourse-là, il y a un patron facile et 2 patrons plus compliqués. Donc ça a été les premières descriptions de patrons de crochet. Mais il y a quand même quelqu'un qui a été la personne clé qui a permis l'évolution du crochet, c'est Éléonore Reggio de la Blanchardierre. C'est une franco-irlandaise. Elle a enseigné le crochet à la cour de la reine Victoria. La reine Victoria, elle a une importance dans l'étendue et dans le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à crocheter, aussi bien en France qu'en Angleterre, que partout ailleurs dans l'Europe. Vous avez donc Éléonore Reggio de la Blanchardierre qui a écrit un livre qui s'appelle Knitting, Crochet and Netting. Ce livre-là, vous le retrouvez sur gutenberg.org, il est consultable. Vous allez sur Ravelry, vous tapez Éléonore Reggio de la Blanchardierre, vous allez retrouver ces patrons, je pense qu'il y en a 43 ou 45, tel qu'elle est à décrit. Et quand vous regardez, vous lisez ce livre-là, vous vous rendez compte qu'en fait, on parle de treble, ce sont des brides, ce sont déjà des techniques qu'on utilise maintenant. Donc, c'est en 1846 que les choses ont changé. Elle a créé 70 livres, cette dame. Elle a appris à la cour victorienne le crochet. Alors, le timing, il était pile poil à ce moment-là. Pourquoi? Et c'est ce qui a provoqué l'essor du crochet. Je vais en parler là tout de suite. Pourquoi est-ce que le timing a été idéal? C'est que elle est arrivée au moment où on pouvait publier ce livre. Ça a rendu le crochet accessible à tout le monde.
Et pourquoi ça a eu un impact? C'est que c'est pile poil le moment où il y a eu la crise de la pomme de terre en Irlande. En Irlande, il y a eu une grande famine, vous le savez, qui a tué environ plus ou moins 1 million de personnes. C'est ce qui a provoqué un exode massif d'Irlandais dans plusieurs pays du monde, dont notamment les États-Unis. Et les gens sont morts de faim et l'économie en a pris un sérieux coup. Donc ils ont commencé à se poser des questions sur comment faire pour pouvoir redresser l'économie. Et c'est une religieuse, dit-on, qui aurait eu l'idée, une mère religieuse, qui aurait eu l'idée de dire aux religieuses « apprenez cette technique-là aux jeunes filles pour pouvoir qu'elles s'en sortent ». Et c'est là que la dentelle irlandaise a pris son essor. La dentelle irlandaise, en fait, a été faite par ces femmes qui essayaient de s'en sortir chez elles, dans leur cottage, et pour être vendues en tant que col, manchette, décoration, petit objet de décoration, petite trousse, etc. Et ça a commencé vraiment à toucher l'Angleterre, et ça a été partout dans le monde, on aimait ce genre de choses. Donc, ça a permis de redresser l'économie. On dit que c'est le crochet qui a redressé l'économie irlandaise. Donc, ça a vraiment eu une apogée, en fait, la dentelle irlandaise. Et comment est-ce que ça s'est répandu encore plus? C'est que on a offert cette dentelle irlandaise à la reine Victoria. Et la reine Victoria a vraiment été fascinée par la dentelle irlandaise et elle s'est mise au crochet. La reine Victoria, elle a été responsable de la popularisation du crochet dans la population anglaise et dans la population internationale. Elle avait une fascination réelle pour le crochet, ça l'a apparemment aidé à surmonter le deuil de la perte de son mari Albert, qu'elle aimait énormément, et donc elle crochetait. J'ai déjà parlé du bien-être des arts créatifs sur le moral, et donc notamment, probablement, est-ce que ça a eu cet effet sur elle? Elle a vraiment accroché, c'est le cas de le dire, au crochet, et elle a crocheté énormément. D'ailleurs, on la voit régulièrement sur des photos en train de crocheter. D'ailleurs, il y a une petite histoire qui dit qu'elle a crocheté 8 écharpes, et ces 8 écharpes ont été envoyées à des militaires qui ont fait preuve de courage, qui étaient considérés comme des exemples de courage, et ça a été considéré comme quelque chose d'honorifique. Donc ils portaient ces écharpes, non pas comme une écharpe nous autour du cou, mais comme des écharpes honorifiques. C'était des crochets. Quand vous regardez, en fait, ces écharpes-là, ce sont des brides faites par la reine Victoria. Ils portaient ça comme quelque chose d'honorifique parce qu'ils étaient courageux. Et il y en a encore 2, notamment un en Australie et un, je pense, au Canada, qui ont été brodés avec les initiales de la reine Victoria, et ça a été considéré comme une médaille, comme on donnerait la Légion d'honneur. Eh bien, ils ont eu leur écharpe crochetée par la reine Victoria parce qu'ils avaient été courageux pendant les guerres qu'il y a eu en Afrique du Sud. C'est donc la reine Victoria qui a permis cet essor et qui a permis au crochet de s'étendre partout dans le monde, et notamment avec les publications. Donc les publications ont aidé la reine Victoria. Éléonore Regia de la Blanchardière a un peu guidé Victoria, et Victoria a permis la diffusion de cet art qui est le crochet. On la retrouve partout, cet art-là, on va le retrouver aussi bien en France qu'en Angleterre qu'aux États-Unis, et il a évolué au cours du XXe siècle, et notamment il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Et pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'en fait on manquait de matières premières et il fallait faire des vêtements. On a retrouvé des écrits notamment aussi pour faire des pièces pour les militaires. J'en ai parlé sur les chaussettes qu'on voulait tricoter pour les marins, pour les soldats qui étaient dans les tranchées, et je vous avais parlé du Kitchener Stitch dans la vidéo sur le tricot, où on disait aux gens de tricoter du crochet, mais on faisait aussi des sortes de capelettes, des cagoules en crochet pour, alors, la cagoule ou la cagoule pas complète jusqu'aux oreilles pour pouvoir y mettre son casque. Parce que porter un casque comme ça en métal quand il fait froid, c'est pas top, quoi. Donc, il se couvrait la tête avec ce genre de truc en crochet, cagoule ou, je sais pas comment on appelle ça, en fait, c'est un bonnet avec des oreilles, pour pouvoir mettre leur casque dessus, comme il y avait des moufles aussi. Donc on a retrouvé pas mal de patrons, notamment de pièces au crochet pour la Première Guerre mondiale, pour les soldats, et c'était aussi une manière de pouvoir créer des vêtements, parce que la matière première était beaucoup plus difficile à trouver, les tissus étaient plus difficiles à trouver, donc on complémentait avec du crochet et du tricot. Après la Seconde Guerre mondiale,
le tricot, le crochet, pas le tricot, est devenu vraiment un art de loisir. Donc, vraiment, à un certain moment, c'était vraiment quelque chose de très populaire, beaucoup plus populaire que le tricot, et on a beaucoup crocheté. Et le crochet, en fait, était considéré comme plus fin que le tricot parce qu'on faisait des dentelles au crochet, on faisait des pièces au crochet. Moi, j'ai appris le crochet au filet avec ma mère, par exemple, pour faire, par exemple, des napperons. Vous avez certainement une idée. Alors là, c'était déjà dans le déclin, mais moi, j'ai encore des magazines des années 60 où vous aviez des brise-vues qui se faisaient au crochet, en crochet au filet. J'ai encore ça à la maison, je l'ai récupéré de chez ma maman. Donc, vous aviez vraiment un avènement du crochet populaire. Et l'apogée du crochet, ça a été quoi? Ça a été le granny. À partir d'un certain moment, vous avez eu, on avait la dentelle fine, le crochet fin, et puis on a eu les fils plus épais, et puis on a eu l'avènement du synthétique avec l'acrylique. Et alors là, c'est le moment où on s'est lâché, on a fait plein de granny au crochet, dans des couleurs mais super peps, et les années 70, ça a vraiment été les années où il y a eu le granny, avant que ça ne devienne complètement ringard. D'ailleurs, le granny, pendant tout un temps, a été le symbole ultime de la ringardise. Ça revient à la mode, pour le moment, le granny, mais pendant très longtemps, on a trouvé ça terriblement ringard. Donc ça a vraiment été jusqu'aux années 70, où le crochet a pris une expansion, où on a trouvé ça mais super génial, et tout le monde portait une veste en granny, un pull en granny, des tops en granny. Il y a plein d'images comme ça des années 70 où on voit des jeunes hippies qui portent du crochet, ou même pas que hippies, hein, des jeunes tout court qui portent du crochet, ou même les grands-mères, ou les mamans, ou les papas qui portent du crochet. On a continué à publier des magazines de crochet. Après les années 80, ça a perdu son essor, un peu comme le tricot, mais on a encore des magazines, on faisait encore du crochet à l'époque, on proposait encore des choses en crochet. Les premières pièces que moi j'ai crochetées, ça a été des pièces en crochet au filet. Je ne faisais pas des vêtements, je faisais des crochets au filet, j'ai fait des napperons, j'ai appris le crochet avant le tricot, je faisais des napperons, j'ai fait des nappes au crochet au filet, et puis des napperons, donc on apprenait la maille serrée, la maille coulée, la bride, la double bride, etc., etc. Donc ça, ce sont vraiment les premières choses que j'ai fait au crochet, c'est ça. Et bon, voilà, ça a perdu de sa splendeur, mais ça revient. Et là, maintenant, on a vraiment, avec l'avènement des réseaux sociaux, notamment, c'est une bonne chose, d'Internet. C'est pas toujours une bonne chose, mais là c'est une bonne chose. On a plein d'informations qui passent d'un continent à l'autre, et on a plein de gens qui se connectent l'un à l'autre pour pouvoir créer des pièces. Et donc, le monde du crochet est devenu un monde très particulier, comme le monde du tricot, avec Ravelry notamment, avec les plateformes, avec les vidéos. Vous trouvez un nombre incalculable de gens qui font des vidéos sur le crochet. Vous avez des gens qui transmettent leurs techniques. Vous avez des techniques qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent par ici, parce qu'il y a des petits sacs au crochet. Je ne retiens jamais le nom de cette technique-là, je la mets ici. Mais voilà, c'est le genre de choses. Par exemple, moi j'ai assisté à des ateliers, notamment à Zwolle, où on montrait cette technique-là qui vient d'Amérique du Sud et qui n'est pas du crochet classique, pour pouvoir faire des sacs. Alors on englobe plusieurs fils pour faire un tissu résistant. On continue, on fait de nouveau des napperons, mais avec des couleurs beaucoup plus fun, si vous voulez. On fait des choses en layering crochet. Vous avez le crochet freeform, vous avez le crochet bosniaque, vous avez le crochet tunisien, vous avez le crochet au doigt, vous avez le crochet overlay crochet, vous avez le tricot avec un crochet, vous avez la frivolité au crochet. Donc on a évolué énormément dans les techniques de crochet actuellement, et c'est revenu énormément à la mode. Voilà, j'ai terminé avec ma vidéo. Cette vidéo, j'ai traversé les âges à la vitesse de l'éclair. Je suis passée de moins 1000, 6500 avant Jésus-Christ à maintenant en 3/4 d'heure. Donc on y va et on a tracé. Vous pensez bien que j'ai donné des informations plus que superficielles. Si vous avez envie de creuser, allez-y et n'hésitez pas à aller voir ici en dessous. Allez voir le livre de, j'allais dire Eugénie, non, Eugénie c'est la copine de ma fille, de Éléonore Riegio de la Blanchardière, qui vous permettra de dire, dites donc quand même, en fait ça vous parle, alors c'est en anglais, parce que c'était une franco-irlandaise, mais voilà, comme quoi on peut retrouver des techniques qui sont intéressantes, comme quoi on retrouve des trucs super intéressants dans les vieux magazines. Malheureusement, je n'en trouve pas si facilement à part sur Internet, mais de temps en temps, au puce, je cherche et je regarde s'il n'y a pas de vieux livres. J'ai quand même pas mal de vieux livres ici des années 60, 70, 80, mais avant, je n'en ai plus.
J'en ai pas, donc là c'est l'occasion d'aller pousser la curiosité sur le magazine qui est là. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à donner si vous avez envie de donner. On se retrouve aussi aujourd'hui, puisque vous allez voir cette vidéo ce samedi, pour ceux qui ne sont pas du tout du côté de Bruxelles. Je donne un atelier ce matin sur le tricot haute couture, cet après-midi sur le jacquard. On se retrouve aussi la semaine prochaine à Bruxelles, où je donne un autre atelier. Je ne sais plus si c'est l'atelier sur mon premier pull en top-down ou le brioche. Il faut aller voir sur le site. Et la deuxième session du pull haute couture. Et on va se retrouver la semaine prochaine en vidéo. Et on se retrouvera à Malakoff en vrai, en salon. À samedi prochain.